Excellences, Madame la professeure, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Fondation Latsis, Messieurs les lauréats, chers collègues des hautes écoles suisses et internationales, chers collègues de l'Université de Genève, chers invités, chers amis, Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'ouvrir la cérémonie ce soir. Pour commencer, au nom des 4 institutions présentes, notamment l'Université de Saint-Gall, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, l'École polytechnique fédérale de Zurich et l'Université de Genève, je tiens à remercier la Fondation Latsis qui soutient la relève académique dans nos institutions par l'intermédiaire des prix Latsis universitaires. Ces prix récompensent de jeunes chercheurs et chercheuses pour leurs contributions scientifiques et technologiques prometteuses effectuées en Suisse. On ne peut pas assez souligner l'importance de ces prix pour visibiliser et promouvoir les jeunes talents. La Fondation Latsis donne aussi la possibilité à l'Université de Genève d'accueillir chaque année des oratrices et orateurs de renom qui partagent leur expertise et leur expérience, comme c'est le cas ce soir, puisque nous aurons la chance d'écouter Mary Beard, professeure de littérature ancienne à l'Université de Cambridge, qui développera le thème du pouvoir sous l'Empire romain. Nous leur sommes très reconnaissants. Sans plus attendre, je cède maintenant la parole à Yves Flukiger, président de la Fondation Latsis. Les salutations protocolaires ayant été assurées brillamment par ma collègue, la vice-rectrice Martine Collard, je me contenterai d'un cher collègue et chers lauréats, chers amis, mesdames et messieurs. C'était un immense plaisir pour moi de vous accueillir ce soir pour cette cérémonie de remise des prix Latsis 2025 qui se tient comme chaque année à l'Université de Genève. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes plus vifs remerciements à Madame la vice-rectrice, la professeure Martine Collard, ainsi qu'à Madame Sophie Hulot, pour leur engagement et leur fidélité dans l'organisation de cet événement, devenu au fil du temps un véritable rendez-vous marquant de la vie académique suisse. Je tiens également à saluer chaleureusement les représentants des institutions partenaires, la professeure Stéphanie Lacour pour l'EPFL, le professeur Uwe Sauer pour l'EPFZ, ainsi que le professeur Klaus Müller pour l'Université de Saint-Gall, qui nous font l'honneur de leur présence ce soir. La collaboration étroite de ces hautes écoles avec la Fondation Latsis contribue depuis de très nombreuses années au succès et au rayonnement de ces distinctions. La Fondation Latsis décerne cette année, pour la 43e fois, ces prix universitaires. Au total, c'est pas loin de 172 personnes, candidats, candidates, lauréats, lauréates, qui ont été ainsi primés depuis le début de ces prix universitaires. Ces prix, comme cela a été dit par la vice-rectrice Martine Collard, sont destinés à reconnaître et à encourager de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs prometteurs issus des 4 hautes écoles partenaires. Au fil des décennies, de nombreux lauréates et lauréats de ces prix ont poursuivi des carrières académiques exceptionnelles, contribuant au prestige de la recherche suisse. C'est tout le bien que je souhaite évidemment aux 4 récipiendaires de cette édition 2025. Je remercie également les commissions de recherche des universités partenaires pour la qualité de leur travail dans la sélection de ces lauréats d'exception. La Fondation Latsis contribue ainsi année après année. Je tiens ici à remercier la famille Latsis, comme chaque année représentée dans cet auditoire. Je tiens à la remercier de son effort pour valoriser la relève scientifique et encourager l'excellence académique dans notre pays. La semaine prochaine, d'ailleurs, elle poursuivra cette mission en attribuant, conjointement avec le prix Marcel Benoît, le prix scientifique suisse Latsis doté de 100 000 francs, lors d'une cérémonie qui se tiendra au Palais fédéral à Berne. Cet événement mettra à l'honneur, une fois encore, la vitalité et la qualité de la science en Suisse. Enfin, nous avons le grand privilège d'accueillir la conférencière de ce soir, la professeure Mary Beard, professeure émérite de littérature antique à l'Université de Cambridge, que je remercie très chaleureusement d'ores et déjà d'avoir accepté notre invitation et d'honorer cette cérémonie de sa présence et de sa parole. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente cérémonie
et une conférence très inspirante qui sera suivie de quelques questions que vous aurez l'occasion de poser à la conférencière. Sans plus attendre, j'ai le privilège de présenter maintenant le premier lauréat de nos 4 prix Lattice, nommé par l'Université de Genève, le Dr Quentin Beran, pour sa thèse vers une dissolution de l'espace circonscrit dans l'œuvre de Frank Lloyd Wright, le cas des maisons ateliers, et vous aurez l'occasion maintenant de découvrir son travail à travers une courte vidéo. La particularité de ma recherche réside dans le fait qu'elle n'appréhende pas seulement l'architecture comme un objet d'art, mais comme une construction qui regroupe des réflexions liées à la psychologie, à la philosophie et à la sociologie. Elle place l'être humain et surtout son ressenti au cœur de ses préoccupations. Et si nos maisons pouvaient changer notre humeur, nos relations et notre bien-être? C'est la question au cœur de la recherche de Quentin Beran, historien de l'art à l'Université de Genève. Nous passons la majorité de notre temps dans des lieux construits. Mais ces espaces, souvent pensés pour être pratiques, oublient parfois l'essentiel: notre épanouissement. Dans ses recherches, Quentin Beran s'est intéressé aux outils mis en place par un architecte en particulier pour créer des espaces agréables et propices au bien-être de ses habitants. Frank Lloyd Wright. À la fin du XIXe siècle, ce dernier bouleverse les conventions de l'architecture d'alors en détruisant la boîte traditionnelle de l'habitat, faite de pièces fermées et isolées. Son idée ? Créer des volumes ouverts, lumineux et fluides. Des espaces qui encouragent les échanges tout en préservant l'intimité. Pour comprendre cette vision, Quentin Beran a étudié les 3 maisons-ateliers de l'architecte, Oak Park, Taliesin et Taliesin West, les seuls lieux que Wright a construits pour lui-même, de véritables laboratoires théoriques et pratiques dans lesquels il vivait, travaillait et expérimentait. Dans l'imaginaire collectif, les maisons de Frank Lloyd Wright forment des espaces dans lesquels nous nous sentons bien. Et l'objectif de ma recherche est de comprendre les outils qui ont été développés par l'architecte et qui aboutissent au fait que les retombées sensibles sur les habitants sont jugées positives. Et une fois que ces outils sont définis, la finalité de mon étude est d'analyser et de déterminer les dispositifs spatiaux qui aboutissent à notre épanouissement au sein d'un espace donné. Pour analyser les outils mis en place par l'architecte pour créer des espaces propices à l'épanouissement de leurs usagers, Quentin Beran a étudié l'architecture de Wright à travers 4 thématiques. D'abord, la dimension autobiographique. Wright conçoit ses maisons-ateliers pour son usage personnel, ce qui lui permet d'expérimenter des solutions radicales et de créer une vitrine pour son œuvre. Ensuite, la relation à la nature. Chaque maison est en dialogue étroit avec son environnement et aucune hiérarchie n'est créée entre le naturel et l'artificiel qui dialoguent d'égal à égal. Troisième aspect, la notion d'espace wrightien. Des volumes ouverts et amples, mais qui comprennent également des zones plus intimes, pensées comme refuge. Enfin, l'expérience vécue. Comment l'habitant en mouvement découvre progressivement l'espace grâce à un parcours dynamique et non linéaire qui aboutit à une expérience active et pleine de surprises. À une époque où les constructions, les agglomérations urbaines ne cessent de croître et de gagner en importance, notre environnement se compose principalement de réalisations humaines. Et donc, ces constructions, elles répondent à des besoins primaires, mais elles font souvent abstraction d'un élément qui est pourtant capital et qui est celui du bien-être de leurs usagers. Dans ma recherche, l'objectif principal est de mettre en lumière les éléments propices à la création d'un environnement qui soit positif et qui nous permette de nous épanouir. À partir des résultats obtenus, il est possible d'étendre ces considérations à la construction contemporaine. Ces éléments peuvent être analysés donc à l'échelle de la maison, mais également à celle de la ville, afin de créer des environnements qui soient propices à notre bien-être et qui répondent également aux ambitions du vivre ensemble. Mesdames et messieurs,
Recevoir aujourd'hui ce prix Latsis de l'Université de Genève est véritablement un immense honneur. Ma recherche, comme vous venez de le voir et de l'entendre, a porté sur la figure de l'architecte américain Frank Lloyd Wright. Or, c'est souvent sous son seul nom que son œuvre est connue. Et pourtant, il s'avère qu'il a toujours travaillé en équipe. Et son travail est ainsi autant à mettre au crédit de sa personne que de toute la communauté qui l'entourait. De la même manière, aujourd'hui, je souhaite partager l'honneur qui m'est fait avec les équipes qui m'ont accompagné, soutenu et aidé durant toute cette belle aventure. Merci donc tout d'abord à l'Université de Genève de m'avoir offert un cadre propice pour mener à bien ma recherche. Merci ensuite à l'unité d'histoire de l'art et tout particulièrement à la professeure Stauffer qui a dirigé cette thèse pour son exigence bienveillante et surtout pour l'inébranlable optimisme dont elle a toujours fait preuve vis-à-vis de ce projet. Merci également à mes parents et à mon épouse pour leur indéfectible soutien et pour la confiance qu'ils ont su m'apporter tout au long de mon parcours. Finalement, merci également à la Fondation Latsis pour cette magnifique récompense. La réception de ce prix est un merveilleux accomplissement qui génère toutefois une responsabilité, celle de poursuivre la recherche de l'excellence et de continuer à contribuer au progrès des connaissances. Merci beaucoup. J'invite maintenant la vice-rectrice Martine Collard à me rejoindre sur scène pour la remise du prix et la photographie traditionnelle. Donc, un prix devrait m'être maintenant remis, peut-être pour s'en mettre le... Il est en dessous. Très bien. Il était là. C'est une évidence. Martine. Un photographe, j'imagine. Voilà, deuxième lauréat distingué par la Fondation Latsis, c'est le professeur Rasmus King de l'ETHZ, Zurich, pour ses recherches dans le domaine de l'informatique théorique, ayant conduit à des percées dans la conception d'algorithmes. Et je vais de nouveau découvrir sa recherche par une petite vidéo. Algorithms are the recipes that computers follow in order to solve problems. And as we seek to analyze ever larger data sets, we need very fast algorithms to process all this data. Professor King's group has created radically faster algorithms for many computational problems on networks. We can find network structures everywhere. Think of internet traffic, transportation, logistics, social ties, and physical systems such as electric grids, or even heat flows through physical material. Two important examples of the group's work include efficient software for understanding electrical flows in networks of resistors, and theoretical algorithms for logistical problems, like planning cargo trains to route goods through a network. As theoretical computer scientists, the group begins by formally proving that efficient algorithms exist using mathematical models and formal analyses of the algorithmic process itself. When this succeeds, the group works on turning these theoretical algorithms into practical, useful software. Yes, this two-stage process has been very useful. Stage one is to design an algorithm that provably scales well, but without worrying whether it works well in practice. And then stage two is to try to discover a simpler algorithm that truly works well in practice. Consider the problem of electric flows. A theoretical breakthrough in the early 2000s showed that electrical flows could be computed quickly, at least in theory. Yet usable code remained elusive. How can this be? The breakthrough algorithm of the 2000s had the property that as the network size doubles, the time spent computing the flow roughly doubles. This is much better than traditional methods, such as Gaussian elimination, where the time grows by a factor 8 when doubling the input size. But the 2000s breakthrough algorithm is impractical. Even running it on a tiny network with a handful of nodes would take decades. Professor King uncovered simple, practical algorithms and proved why they work using random matrix theory that originated in quantum mechanics. This algorithm both has excellent scaling
and it runs quickly on real-world data sets. Back in 2022, we achieved a breakthrough. We can now solve a huge range of problems in time that scales almost linearly in the problem size. We were focusing on assignment and logistics problems that are fundamental to computer science, things like matching workers with jobs, or matching taxis with riders, or routing digital traffic. Together with collaborators, we introduced a new framework that merges gradient descent methods with novel network data structures, and this led us to much faster solutions. And now we're working on turning this into powerful, real-world tools that people can use. Bien, je crois que c'est le moment venu pour moi de dire merci avec un petit clicker. J'aimerais remercier la Fondation Latsis et la commission de recherche de l'ETHZ qui a reconnu mon travail et l'a distingué. J'aimerais remercier mon partenaire qui me soutient beaucoup et qui m'aide dans mes recherches. L'ETH et mon département avec ce super environnement pour effectuer des recherches. Voici mon groupe. Voici les groupes d'anciens élèves. C'est un groupe de personnes extraordinaires avec lesquelles travailler. C'est une bénédiction pour moi et c'est ce qui fait que c'est chouette de pouvoir faire des recherches. Une fantastique équipe. Vous voyez le financement de base de l'ETH, une bourse également de la Fondation suisse de la recherche. J'ai fait ces diapositives à Berkeley au moment où je donnais un atelier et je dois dire que c'est bien d'être dans un endroit où il y a un consensus autour des connaissances scientifiques. Et donc, c'est ce que j'ai indiqué. Et puis, la vidéo mentionne des travaux spécifiques. J'aimerais notamment mettre en avant certains de mes collaborateurs, pas forcément dans l'ordre, quelques-unes des personnes avec lesquelles je travaille. Voici mes réflexions. En tout cas, merci pour vos applaudissements par rapport à la valeur scientifique. Il faut de l'investissement public pour la recherche scientifique, pour la liberté universitaire, pour avoir une perspective critique. Et ça n'est pas toujours le cas partout. En tout cas, ça ne l'est plus. Merci. J'invite le professeur Schauer à me rejoindre sur scène pour la remise du prix. Le prix est là. Je vous rassure, nous avons découvert le photographe qui n'est pas au pied de la scène, qui est juste derrière, mais il était bien là. Notre troisième lauréat, le professeur Philippe Schwaller, a été nommé par l'EPFL pour ses travaux novateurs sur l'intégration de l'intelligence artificielle et des modèles de langage dans les sciences chimiques, et une vidéo vous sera présentée pour son travail. My lab works at the intersection between modern machine learning and chemistry, and what we are targeting is like building valuable tools for chemists that augment their capabilities and that have a practical impact in the real world to accelerate scientific discovery. The discovery of new molecules is a colossal challenge. This chemical space contains millions of possible combinations, each requiring years of research. These discoveries have a direct impact on our daily lives. They enable the creation of more effective medicines, sustainable materials, the technology that improves health, the environment, and our quality of life. Philippe Schwaller and his team are using artificial intelligence to develop language models capable of reading and writing chemistry like a language. These tools predict reactions, design molecules, and automatically plan experiments, accelerating research.
Modern chemical research generates vast design spaces for new medicine, materials or processes. However, scientists, they lack of the tools to efficiently navigate those spaces. My lab is thinking about how we can use machine learning and AI and provide those tools to actually find the needle in the haystack and to navigate those spaces more efficiently to accelerate scientific discovery. Reaction prediction and synthesis planning are among the most challenging problems in computational chemistry. His approach focuses on three main areas: predicting reactions and planning synthesis using neural networks, designing new molecules efficiently through reinforced learning, and creating AI agents capable of reasoning and acting with specialized tools, such as ChemCro. In each area, he developed novel methods addressing fundamental bottlenecks, from predicting reactions with confidence and planning syntheses to efficiently discovering new molecules, to enable autonomous experimental planning. At the forefront of machine learning in chemistry, and we are working with pharmaceutical companies but also with technology companies like IBM and Intel to kind of use the methods we develop here and bridge closer to the real world. We're trying to come up with algorithms that could discover maybe new medicines faster, that make chemical reactions more sustainable. It's a huge honor to receive that prize, but I also get so much satisfaction whenever one of my team members wins a best paper award, the best poster prize, best presentation or whatever. I'm just incredibly proud about the successes of my team members, and I think I complete my missions when they shine and they go on and they become something better than when they started in my lab. Thank you very much. Merci beaucoup. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, avec mon équipe, nous essayons de voir comment utiliser l'apprentissage automatique pour accélérer les découvertes en chimie. On pose des questions du genre quelles molécules produire et comment les produire. Et souvent, on utilise les modèles de langage pour ce faire, tout en gardant une validation expérimentale. Alors, vous avez très certainement entendu parler de ChatGPT, des LLM. Il y a 2 ans, ces LLM étaient très limités. Or maintenant, si vous allez sur ChatGPT, vous pouvez y faire une recherche comme sur Internet. Et lorsque c'est le cas, on appelle ce genre d'outils des agents. On applique ce concept à la chimie par le biais de notre publication ChemCro. Alors, pour vous donner un exemple, la synthétisation d'un répulsif anti-moustique, ChemCro a fait une recherche dans la littérature, a identifié que le DEET était une potentielle cible et a converti cela en une représentation que l'IA pouvait mieux comprendre. Ça peut utiliser des outils de synthétisation que j'avais déjà développés et prédire une recette pour ce composant chimique. Après avoir connecté cela à une plateforme robotique, il a pu synthétiser le DEET de manière autonome. C'est presque un scientifique IA qui permet d'automatiser les découvertes en chimie. Pendant toute ma carrière, j'ai eu la chance de travailler avec des gens brillants et d'être soutenu par des mentors remarquables. J'ai aussi bénéficié de financements significatifs très tôt de la part de l'EPFL, d'agences, mais aussi de partenaires industriels qui n'ont pas eu peur d'investir dans le jeune chercheur que j'étais, et j'aimerais tous les remercier. Mais plus important encore, moi je ne serais pas là devant vous aujourd'hui sans ma fabuleuse équipe à l'EPFL, dont les membres représentent plus de 20 nationalités. Ce prix leur revient vraiment.
J'aimerais vous remercier tout particulièrement pour votre attention, exprimer toute ma reconnaissance envers la Fondation Latsis pour ce prix très prestigieux et dire un grand merci à ma famille qui est présente ici ce soir pour leur appui sans faille. Merci beaucoup. J'invite maintenant la vice-présidente à l'EPFL, Stéphanie Lacour, de nous rejoindre pour la remise du prix. J'invite maintenant notre dernier lauréat, le professeur Martin Wolf, last but not least, distingué par l'Université de Saint-Gall pour ses recherches en macroéconomie, économie monétaire et croissance, ainsi que pour ses publications reconnues dans des revues particulièrement prestigieuses, et son travail va être présenté de nouveau par une petite vidéo. My name is Martin Wolf. I'm an assistant professor for monetary economics at the University of St. Gallen. In my latest research, I study the implications of very high debt for our economies. The motivation is that debt levels are currently very high in many advanced countries, both the debt of governments, but also the debt of the private sector, such as households and firms. Government debt in many countries has increased enormously in recent years. For example, in the US, it has doubled in the last 20 years, and Trump's One Big Beautiful Bill Act will only reinforce this trend over the coming years. In his research with Luca Fornaro, Martin argues that very high government debt can reduce countries' growth. Intuitively, to stabilise the debt-to-GDP ratio, costly measures such as profit taxes or lower public investment may be required, which lower firms' investment. One example of this dynamic is perhaps provided by Italy. The Italian debt-to-GDP ratio has climbed to very high levels already in the 1980s. To sustain the public debt, policymakers were forced to raise taxes and to slash public investments. Interestingly, during this period, productivity growth in Italy has slowed markedly. Indeed, some observers have pointed to the high degree of fiscal distortions in Italy as one cause of the productivity growth slowdown. The issue with high debt causing low growth is that this sets in motion an amplification effect. As GDP grows more slowly, this pushes up the debt-to-GDP ratio even more. As Luca and I show in our research, once debt levels exceed a tipping point, this vicious cycle can become sufficiently strong so that the country becomes stuck in a high debt and low growth equilibrium from which it is very hard to escape. Finally, also the debt of the private sector has increased in recent years. There is a risk that this leverage translates into another financial crisis, especially when interest rates rise. This may imply that central banks feel constrained in their ability to raise interest rates, a phenomenon called financial dominance. As I show in research with Leopold Sessner, financial dominance can become an extremely persistent phenomenon through a self-fulfilling prophecy. The private sector may come to expect a weak monetary response to inflationary pressure due to financial dominance. When this happens, interest rate expectations fall, which pushes up asset values. Because borrowing in the economy is often tied to asset values, this keeps leverage in the economy high. Finally, as the central bank responds to high leverage with low interest rates, this validates the initial beliefs by the private sector. In summary, I warn about two risks of very high debt for our economies. Fiscal stagnation, that is a protracted period of high government debt and slow growth, and the idea that monetary policy can become less effective at controlling inflation due to self-fulfilling beliefs of financial dominance. C'est un grand honneur pour moi que de recevoir le prix Latsis ce soir. Et c'est un privilège que d'être chercheur et de pouvoir travailler sur des sujets qui nous tiennent à cœur.
C'est également une grande joie et c'est une encore plus grande joie lorsque l'on a l'impression que nos travaux font une différence et que d'autres partagent votre opinion. Merci à la Fondation Latsis pour cette reconnaissance et cette distinction. Lorsque j'ai appris à Saint-Gall que j'allais recevoir le prix Latsis cette année, l'un de mes collègues m'a dit « Tu peux être fier de toi. Ceux qui ont reçu le prix Latsis par le passé ont eu des carrières très impressionnantes. Alors j'espère que c'est un effet causal du prix Latsis qui s'appliquera aussi à moi. Et je ferai de mon mieux, bien évidemment. Mais bien évidemment, la recherche, c'est le résultat d'un travail d'équipe et je ne serai pas là sans tous les membres de mon équipe. J'aimerais remercier tout particulièrement mes deux co-auteurs, Luca et Léopold, qui ont travaillé avec moi sur les recherches qui ont été présentées dans la vidéo. Luca Fornaro, qui travaille à CRE à Barcelone, est l'une des personnes les plus intelligentes que j'ai jamais rencontrées. Travailler avec lui est un énorme privilège. Léopold Sessner est un jeune macroéconomiste à l'Université technique de Vienne. Il est extrêmement talentueux et je suis sûre qu'il produira des recherches qui auront un énorme impact ces prochaines années. Alors, à Saint-Gall, j'aimerais remercier Dominique Sachs, entre autres, pour ses orientations et pour ma nomination au prix Latsis. J'aimerais remercier tous mes autres collègues à Saint-Gall qui créent un environnement très stimulant, mais aussi dans lequel les jeunes chercheurs peuvent s'épanouir. J'aimerais enfin remercier ma famille. J'aimerais remercier mes deux jeunes enfants. C'est eux qui m'empêchent de dormir la nuit et ça me permet de réfléchir à ma recherche à certains moments où mes collègues dorment à point fermé. Et puis merci à ma femme, Pénélope, qui m'a soutenue durant les moments difficiles que connaissent invariablement les chercheurs. Merci. J'invite le professeur Klaus Müller, directeur de l'Institut de contrôle de gestion et d'audit, à monter sur scène. Merci. C'est mon grand plaisir, maintenant mon privilège, de pouvoir introduire la conférence de ce soir. C'est un grand honneur pour moi d'accueillir notre invitée de ce soir, Mary Bird, l'une des classicistes les plus célèbres au monde et une voix inspirante sur l'histoire, la culture et le pouvoir. Mary Bird est professeure émérite de littérature classique à l'université de Cambridge et elle est membre du Newham College où elle a enseigné et inspiré des générations d'étudiants pendant près de 40 ans. Ses ouvrages de Pompéi, La vie d'une cité romaine, au best-seller international SPQR, Histoire de l'ancienne Rome, ont changé notre regard sur le monde romain. Alors que son ouvrage « Les femmes et le pouvoir », un manifeste, a également encouragé des réflexions approfondies sur le genre et l'autorité dans le passé et aujourd'hui. Au-delà du monde universitaire, Marie a fait découvrir la littérature classique à un très large public grâce à des documentaires diffusés sur la BBC, par exemple Meet the Romans, un empire sans limite, et avec ses articles, son blog et son récent podcast. Son travail a été reconnu, de nombreuses fois récompensé, notamment par la médaille Getty, le prix Princesse des Asturies en sciences sociales, et, je dois le dire, Marie, désolée, est le titre de Dame commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique, décerné par la reine Élisabeth II. Pardonnez-moi, Marie ne voulait pas que je le mentionne, mais je dois le mentionner au public de Genève. Marie nous rappelle que l'histoire n'est jamais achevée, que chaque génération doit poser de nouvelles questions sur le passé afin de mieux comprendre notre monde et son évolution. Son dernier ouvrage, Imperator, une histoire des empereurs de Rome, poursuit cette exploration et nous montre ce que cela signifiait réellement de détenir le pouvoir dans le monde, dans l'Antiquité romaine. Je vous invite à vous joindre à moi pour accueillir chaleureusement Dame Mary Bird. Merci beaucoup.
Mesdames, Messieurs, chers lauréats, ou en anglais, Lords, Ladies, Gentlemen and Dames. Lords, ladies, gentlemen and dames, comme on dit en anglais. Je suis honorée d'être ici avec vous pour cette conférence. Et j'aimerais également, moi aussi, féliciter les lauréats. J'aimerais également me faire le coup de ce qu'ils ont dit sur l'importance de financer la recherche et l'importance de la recherche en tant que cœur d'une communauté démocratique. Et nous sommes bien sûr très reconnaissants à la Fondation Latsis pour cela. Merci pour tout ce que vous faites pour soutenir ce travail. J'aimerais commencer parce que je suis très loin de toutes ces histoires d'IA. L'intelligence artificielle me dépasse. J'aimerais commencer par un tableau de l'artiste britannico-néerlandais Lawrence Alma Tadema, dont le titre est « Les roses d'Héliogabale ». Et c'est un tableau qui a été présenté pour la première fois lors d'une exposition à Londres en 1888. D'après ce qui a été dit à l'époque, certains visiteurs se sont tenus devant ce tableau et se demandaient simplement comment prononcer le nom Héliogabale. Beaucoup plus étaient déconcertés par ce qu'il se passait sur ce tableau. La plupart d'entre eux ne connaissaient pas l'histoire du jeune empereur romain du IIIe siècle, Héliogabale, et je vais plus souvent l'appeler Élagabale, qui aurait invité des invités haut de gamme à dîner. Et à la fin de la fête, alors que, comme vous le voyez, l'aube se levait déjà, il a arrosé ses invités de pétales de rose qui tombaient du plafond. Ça, c'était un artifice très prisé au sein de l'élite romaine à la fin d'un dîner. Et c'était toujours un peu dangereux. Un empereur aurait fait tomber des fruits non mûrs sur ses invités. Donc ces fruits étaient très durs et les invités en sont sortis avec beaucoup de bleu. Mais dans ce cas-là, il y avait tant de pétales de fleurs que les invités ont été étouffés et sont morts. Vous voyez sur le visage des invités que certains d'entre eux avaient compris que cette fête n'allait pas bien se terminer. Cette conférence vise à se demander qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui d'histoires aussi improbables que celle-ci concernant la puissance impériale romaine. Et qu'est-ce que ces histoires ont encore à nous dire? Élagabale sera mon personnage principal. Parmi les nombreux empereurs romains, ça c'est vraiment une liste assez horrible d'hommes, n'est-ce pas? Beaucoup d'empereurs qui ont dirigé entre la moitié du 1er siècle après l'effondrement de la démocratie, en quelque sorte, de Rome. Vous voyez ici une bonne sélection à l'écran. Élagabale n'est pas un nom très connu. Il a accédé au trône à 14 ans, en 218 de notre ère, et il a été destitué 4 ans plus tard, en 222. Sa famille venait d'Émèse, en Syrie. C'est la ville d'Homs aujourd'hui. Et c'est sa grand-mère, qui avait des liens avec la cour impériale, qui a manigancé son accession au pouvoir. 4 ans, rappelez-vous, il avait 14 ans, 4 ans et 4 mariages plus tard, c'est encore grand-mère, d'après ce que l'on dit, qui a manigancé pour le faire tomber du trône. Il avait alors 18 ans. Donc ce n'était pas une fin heureuse. Il aurait été tué dans des latrines. Le commando a ensuite essayé de
poussé son corps dans un égout et ne pouvant pas le faire rentrer, ils l'ont jeté dans le Tibre. Et c'est l'une des principales victimes de mon œuvre. Il est entré dans l'histoire en tant que tyran, sadique et dérangé, placé au cœur de récits étranges et hostiles, même à l'aune des critiques habituelles que l'on adresse habituellement aux empereurs romains. On disait qu'il pratiquait de sacrifices d'enfants, qu'il choisissait ses conseillers selon la taille de leurs organes génitaux. Et on a même affirmé qu'il avait établi une femme sénateur, une sénatrice. Pour la plupart des Romains, c'était une réforme libérale, mais une subversion de l'ordre masculin établi. Où on disait, comme pour beaucoup d'autres souverains héréditaires et dictateurs, qu'il était fasciné par les chaussures. Vous vous rappelez peut-être de la collection tristement célèbre de chaussures d'Imelda Marcos des Philippines. Comme Imelda Marcos, Elagabalus n'aurait jamais porté la même paire de chaussures 2 fois. Et ça, c'est avant que l'on arrive à la révolution religieuse qu'il a planifiée, remplaçant Jupiter par le dieu Elagabal de sa ville natale, Emesa, à la tête du panthéon romain. Ou bien le fait qu'il a remis en question ce qu'on appelle une vision binaire du genre. Il insistait pour être adressé comme une femme. Comme pour la sénatrice, il ne s'agissait pas de politique sexuelle radicale, c'était quelque chose d'autrement subversif. Cela dit, n'oubliez pas qu'il avait aussi eu ses 4 mariages hétérosexuels en 4 ans. Le tableau d'Alma-Tadema reprend un thème plus domestique. Les empereurs romains étaient souvent jugés par rapport à leur comportement ou par rapport à ce qu'ils servaient pour dîner. Et Elagabal était renommé en tant qu'hôte dangereusement ingénieux. Outre les pétales de rose, outre la haute cuisine exotique, on dit que des cerveaux de flamant rose étaient l'un de ses mets délicats favoris. Et outre les menus étranges, par exemple les banquets à code couleur avec des plats uniquement verts ou rouges, il aimait humilier ses invités, même quand il ne les tuait pas. Parfois, il les faisait s'asseoir sur des coussins gonflables qui étaient dégonflés pendant la soirée. Et les invités se retrouvaient par terre. C'était un adolescent, mais il ne faut pas oublier cela. Ça peut expliquer certains de ses choix. À d'autres occasions, il se moquait de ses invités différemment. Par exemple, il alignait 8 hommes chauves pour partager le dîner avec eux, ou 8 hommes borgnes, ou 8 hommes atteints de la goutte, ou 8 hommes très gros, qui faisaient cruellement rire les autres parce qu'ils ne pouvaient pas tenir sur les triclinia, les canapés. Ou il laissait entrer ces lions et ces tigres apprivoisés après le dîner pour faire peur à ses invités et parfois aussi pour les tuer, simplement en les effrayant à mort, même si les animaux étaient apprivoisés. En un mot, la figure d'Elagabal, qui n'est pas très connue, offre une image du tyran romain qui est grandement et parfois crûment magnifié. On ne trouve pas d'autres souverains romains décrits de manière aussi extrême. Mais il y a des chevauchements clairs entre ces récits et certains récits légèrement plus familiers sur des empereurs plus connus.
D'autres empereurs ont servi des dîners avec des codes couleurs. Par exemple, un empereur a servi un dîner entièrement noir, ce qui rappelait des funérailles. Ensuite, il y a la folie de Caligula, qui, au début du 1er siècle de notre ère, a proposé d'ériger son cheval de course préféré au rang de sénateur. On le voit ici dans une série de la BBC dans les années 70, donc avec le fameux pur sang. Il y a beaucoup d'anecdotes semblables concernant Néron. Néron était apparemment si fier de ses performances sur scène qu'il enfermait le public dans le théâtre et ne laissait personne sortir avant qu'il ait terminé. Ainsi, des femmes donnaient naissance à leur bébé sur leur siège et des hommes prétendaient d'être morts pour pouvoir s'échapper. Alors bien sûr, on n'est pas sur la même échelle qu'Elagabal, mais on est sur le même spectre de cruauté impériale et d'idiosyncrasie impériale. Et ce sont les mêmes thèmes qui sont reflétés ici. Certaines de ces histoires appartiennent encore à notre culture populaire. Les empereurs romains et leurs écarts de conduite font toujours partie intégrante de notre image et de la langue du pouvoir et de l'abus du pouvoir, un peu comme les chaussures d'Imelda Marcos. Et quasiment aucun dirigeant politique moderne n'a pas été caricaturé comme Néron en 64, qui jouait de la lyre pendant que Rome était en proie aux flammes. Vous voyez ici quelques exemples: Boris Johnson, Barack Obama, Bolsonaro, Berlusconi et M. Trump. Donc c'est toujours une image qui est utilisée communément pour attaquer un politicien qui semble s'amuser alors qu'il ou elle devrait se concentrer sur le gouvernement. Alors ma première question préliminaire est la suivante. Que font habituellement les historiens avec ces histoires à dormir debout qui ne sont pas crédibles? Quelle est l'approche des historiens? Ce ne sera peut-être pas surprenant d'apprendre que, en tout cas pour ce qui est d'Elagabal, quelques historiens ont décidé que tout cela n'était que fantaisie. Pour commencer, la plupart des récits le concernant sont intrinsèquement invraisemblables. Je ne pense pas que l'on puisse étouffer des gens avec des pétales de rose. J'ai peut-être tort, mais ce serait très étrange. Cela dit, les preuves archéologiques et documentaires concernant son règne donnent une impression très différente concernant ce que je vous ai dit et montrent que peu importe les anecdotes concernant la folie d'un empereur, eh bien, les choses continuaient comme d'habitude. Par exemple, il y a beaucoup d'inscriptions qui ont survécu, des inscriptions sur pierre qui mentionnent les décisions juridiques de routine et autres décisions d'Elagabal en tant que bureaucrate classique. Tous les empereurs passaient probablement beaucoup plus de temps à dicter des lettres qu'à imaginer d'ingénieux dîners. Et en dépit de cette image orientalisante qu'on nous donne de cette révolution religieuse orientale, les pièces frappées sous son règne le présentaient le plus souvent comme un patron de la religion romaine traditionnelle. Vous voyez ici avec par exemple la déesse Roma ou le dieu Mars. En outre, la principale source de ces étranges récits est ce qu'on appelle la biographie, entre guillemets,
de l'empereur dans l'une des œuvres les plus déconcertantes et les moins fiables de toute la littérature classique. Il s'agit d'une longue série de biographies d'empereurs, 3 volumes en édition moderne. Et ça commence avec l'empereur Hadrien au IIe siècle de notre ère et sur 200 ans. Et le titre de cette œuvre, c'est l'Histoire Auguste, Historia Augusta en latin. C'est une œuvre déconcertante parce que elle prétend être une œuvre composite, une sorte de projet de recherche ancien entre 6 auteurs nommés qui écriraient à la fin du IIIe siècle. Alors qu'en fait, les analyses linguistiques et autres analyses montrent, hors de tout doute raisonnable, que cette œuvre a été écrite par un seul auteur anonyme, au moins 100 ans plus tard. L'ensemble de cette œuvre, et dans cette collection, la vie d'Heliogabalus est centrale. En fait, tout ça, c'est un mélange d'inventions, d'exagérations, de faux documents et d'allusions extrêmement savantes à la littérature antérieure. Alors, je recommande chaleureusement cette lecture, une lecture magnifiquement déjantée. Mais on peine toujours à comprendre à quoi servait cette œuvre. Une supposition, ce serait que c'était une construction satirique de la part d'un professeur du Ve siècle qui s'ennuyait le soir, une sorte d'exemple sinistrement postmoderne d'histoire fausse. Mais même comme cela, pourquoi écrire 3 volumes? C'est long pour une blague. Mais quelle que soit l'explication, il ne s'agit guère d'une source fiable concernant la vie de l'empereur. Et pour certains historiens, c'est pratiquement inventé de toutes pièces. Il n'y a pas de données véritablement probantes concernant la vie de l'empereur. La plupart des historiens ne sont pas aussi radicalement dédaigneux concernant cette œuvre. La tactique habituelle de ces historiens, c'est de dire « Alors, il y a peut-être une certaine vérité là-dedans. Après tout, il y a des récits plus courts concernant le règne d'Heliogabalus, d'hommes qui étaient là, et il y a certains chevauchements entre ces récits plus courts et ce que l'on trouve dans cet ouvrage. Alors, à la place, l'idée habituellement, c'est de ne pas tout écarter, mais d'utiliser le scepticisme historique pour essayer de distinguer le vrai du faux concernant ce règne. Ainsi, on devrait être, entre guillemets, de bons historiens et passer en revue les récits qui nous sont parvenus en écartant ce qui est manifestement pas possible. Par exemple, mourir à cause de pétales de rose et construire un récit plausible avec ce qu'il reste. On devrait également essayer de localiser les incompréhensions sur lesquelles se basent certaines anecdotes extravagantes. Par exemple, lorsque l'écrivain de l'Histoire Auguste parle des lions et des tigres apprivoisés qui, supposément, faisaient peur aux invités d'Heliogabalus, peut-être que cet écrivain n'avait pas compris le rôle des animaux qui étaient associés au nouveau temple du dieu Heliogabalus, qui avait été établi par l'empereur. Il y a eu une grande confusion. Donc on peut retrouver la vérité. Ce type de méthode n'est pas plus sophistiqué qu'un processus
de passer au tamis, en fait. On prend toutes les preuves dont on dispose, on les met dans un tamis, on secoue le tamis pour se débarrasser des saletés, et là, on commence à construire une histoire correcte avec ce qui reste. Ce n'est pas que pour Elagabal, c'est également la pratique adoptée pour des récits concernant le comportement des empereurs plutôt, et pour l'histoire de manière plus générale. Il s'agit d'écarter ce qui est impossible, ou d'essayer de l'expliquer en le rationalisant pour en faire une autre histoire. C'est ce qu'on essaye souvent de faire avec Caligula, qui prévoyait de faire de son cheval un consul. On a consacré beaucoup d'énergie universitaire à cette histoire-là, mais la rationalisation moderne typique est comme suit. Imaginons que l'empereur est dans son palais et est exaspéré par un groupe de courtiers, de sénateurs qui ne font pas ce qu'il veut. Et à moitié en plaisantant, il leur crie « Vous êtes désespérants, autant faire de mon cheval un consul que n'importe lequel d'entre vous. » Et c'est comme ça qu'est née l'histoire de Caligula qui voulait faire de son cheval un consul. Il s'agissait d'une blague mal comprise. Dans une certaine mesure, tout cela semble raisonnable. Est-ce que ce n'est pas ce que sont censés faire les historiens? Est-ce qu'ils ne sont pas censés distinguer le vrai du faux et expliquer ce qui semble être incroyable? Alors, oui, jusqu'à un certain point. Mais il y a un problème méthodologique ici qui saute aux yeux et qui est rarement mentionné. Selon quels critères est-ce que l'on décide si une histoire est plausible ou non? Comment est-ce que l'on sait où faire la part des choses entre la vérité et le mensonge? Qu'est-ce qui est considéré comme une explication convaincante? Ou si l'on revient à cette idée de tamis, comment est-ce que l'on conçoit ce tamis? Il y a quelque chose de circulaire dans cette méthode ancienne. On a tendance à accepter ou à rejeter des éléments, des preuves historiques pour pouvoir s'adapter à l'explication historique que l'on veut trouver et pour que le passé ait du sens d'une manière qui a du sens pour nous. Donc c'est tout à fait circulaire. Parfois c'est juste, mais il y a un problème. Dans le cadre de cette conférence, et pour le reste de cette conférence, je vais adopter une autre approche. Je vais me débarrasser du tamis et je ne vais pas me demander quels sont les récits hostiles vis-à-vis des empereurs romains qui sont vrais et lesquels sont faux. La réponse évidente, c'est que certains de ces récits sont vrais, certains ne le sont pas, mais le plus souvent, on n'en a aucune idée et analyser les sources ne va pas beaucoup nous aider. À la place, j'aimerais souligner que, vrai ou non, ces récits ont été racontés à répétition dans l'Antiquité. Ce sont des récits au moyen desquels les écrivains, les lecteurs, les dirigeants romains ont construit leur image du pouvoir et de l'abus du pouvoir. Et pour cette seule raison, ces récits requièrent notre attention en leurs propres termes. Pour le dire autrement, je cherche la vérité symbolique dans la fantaisie. Je ne cherche pas la vérité littérale qui se cache derrière la fantaisie. Et ce qui m'intéresse, c'est ce que peut nous dire cette fantaisie sur la manière dont les Romains pensaient
la dictature d'un homme, la tyrannie et la perte de liberté impliquée par la tyrannie. Là encore, je vous remonte ma liste d'hommes et je dirais ici que je vais me concentrer sur des mauvais empereurs. Je ne vais pas m'arrêter sur les histoires parallèles que vous pourriez trouver sur des bons empereurs. Je vais continuer d'utiliser Elagabal, mais j'espère pouvoir vous montrer que dans l'imaginaire romain, les soi-disant mauvais empereurs étaient tous mauvais de la même manière. Les anecdotes semblables étaient dites sur empereur après empereur. Elagabal est extrême, mais il est sur un spectre. Ce que je vais essayer de faire, c'est exposer la logique de ces récits d'abus de pouvoir. Une logique qui va bien au-delà de récits curieux, d'actes isolés, de folie ou crimes idiosyncratiques qu'on aime toujours entendre. En suggérant que c'est au travers de ces récits que les écrivains romains définissaient et faisaient face aux abus de pouvoir concernant la nature de l'autocratie, je m'interroge sur les enseignements que pourraient avoir ces récits. Et je m'arrête sur une perception de l'érosion de la liberté. Est-ce que ces récits nous parlent si on les aborde d'une autre manière? Alors je vois une logique, ils ont une logique. Il y a une logique au cœur de ces récits disparates et étranges. Et cette logique est la suivante. Je vais présenter cela de manière brève et ensuite je rentrerai dans le détail. Ces récits, vrais ou non, construisent une image de la tyrannie, de l'autocratie, en tant que forme particulière de dystopie. La tyrannie, c'est un lieu où les règles de la nature et les conventions partagées, les conventions ou les significations conventionnelles sont rompues. La tyrannie, c'est un lieu où rien n'est ce qu'il semble être et où on ne peut jamais en croire ses yeux. La supposition qui sous-tend ces récits, c'est que l'autocratie, la dictature, détruisent notre capacité à nous fier à nos sens, à nous fier à la réalité de ce que nous pensons voir. Seule la liberté politique garantit que l'on croit ce que l'on voit, que l'on croit, que l'on se fie en nos sens. Mais ça, c'est une version très télégraphique et je vais rentrer dans les détails en vous donnant des exemples qui illustreront, je l'espère, mon propos. Parmi toutes les anecdotes racontées, je pense bien souvent inventées au sujet d'Elagabal, nombreuses sont celles qui racontent comment il subvertit l'ordre naturel des choses. Il a des tas de neige dans son jardin en été, mais pas en hiver. Dieu sait d'où il la sort. Il ne mange jamais de fruits de mer lorsqu'il se trouve sur la côte, mais seulement à l'intérieur des terres. Il remplit ses piscines à l'intérieur des terres avec de l'eau de mer et de l'eau de mer seulement. Il dort le jour, il veille toute la nuit. Dans une certaine mesure, cela correspond aux autres critiques de la tyrannie antique, à savoir que le tyran prétend pouvoir défier ou transcender la nature. Les Grecs libres, au 5e siècle avant notre ère, décriaient le roi persan Xerxès qui est venu, a fait fouetter le détroit d'Hellespont comme si il était le maître qui contrôlait les mers. Et lorsque Jules César a réformé le calendrier romain, changeant ainsi la durée de
l'année romaine, on l'a accusé d'user de son pouvoir pour influencer le cours naturel des étoiles dans la voûte céleste. Les gens disaient, ils pensent pouvoir dire aux étoiles ce qu'elles doivent faire. Eh bien, dans ces histoires, elles sont répétées, le pouvoir de l'autocrate remet en question l'un des principes fondamentaux de la liberté, à savoir pouvoir vivre conformément aux lois de la nature. Alors, dans un certain sens, c'est un cliché de la philosophie antique. Il me semble que c'est très important à Rome. Mais c'est un cliché, c'est assez stéréotypé. Pour moi, ce qui est plus important peut-être, c'est de voir comment ces anecdotes nous montrent ce que fait l'autocratie quant à la manière dont le monde nous apparaît. Si l'on regarde toutes ces anecdotes, on les prend ensemble, qu'elles soient vraies ou pas, le régime du tyran attaque et déstabilise nos sens. Ce qui veut dire que vous ne voyez plus ce que vous pensez voir. Le palais impérial, pour ces auteurs romains, est un monde de tocs. Et plus vous vous rapprochez de l'empereur lui-même, plus c'est du toc, plus c'est du faux. Alors, l'un des artifices d'Elagabal, on nous dit, c'est d'inviter tout un tas de gens à ces grands banquets, mais de ne servir de la vraie nourriture qu'à l'élite et de la fausse nourriture faite de bois ou de cire à ces invités de seconde zone. Ils recevaient ils avaient devant eux ce qui ressemblait à un banquet délicieux, mais c'était immangeable. Et ils devaient avoir l'air reconnaissants, alors que ceux qui se trouvaient à la table des invités de marque, eux, avaient à manger. Revenons à l'anecdote des lions et des tigres. Les lions étaient terrifiants parce qu'ils avaient l'air sauvages, et donc on pouvait être effrayé à mort. Mais au fond, ils étaient apprivoisés. En termes romains conservateurs, ce n'est pas forcément les nôtres, Elagabal est un homme qui prétend être une femme. Comme l'a observé un auteur romain, Elagabal, c'était en fait un surnom et non pas son vrai nom. L'amenant à conclure que l'empereur est aussi faux que son nom. Il y a du faux, il y a du toc au cœur de l'autocratie. Mais cela va au-delà de ce monde de faux. Le pouvoir du tyran, de l'autocrate, sape la nature même de ce que sont représentation et réalité. Une accusation contenue dans l'histoire d'Auguste, c'est que lorsque l'adultère était présenté sur scène, Elagabal demandait aux acteurs de ne pas le feindre. Alors, il se peut que ce soit parce que Elagabal aimait voir des scènes crues et explicites. Mais je pense que ce qui est plus important encore dans la logique à l'œuvre ici, c'est que dans le monde dystopique et complètement fou d'Elagabal, la distinction entre représentation et réalité, les frontières entre représentation et réalité sont devenues floues. Ou, pour dire les choses différemment, l'autocratie perturbe les règles et les conventions sociales de la signification. L'autocrate ne sait pas quelle est la différence entre le symbole, les conventions symboliques sur lesquelles sont fondées la culture et ce qui est littéral. Il ne voit pas la différence entre le théâtre et la réalité.
Et c'était le cas du symbolisme religieux aussi. Lorsque Elagabal a voulu établir un lien religieux entre son propre culte préféré, celui d'Elagabal, et la flamme sacrée de Vesta, au cœur même de la religion romaine, dont prennent soin 6 vierges vestales, eh bien, il est censé s'être marié lui-même avec une vierge vestale, détruisant par là même le but précis de cette virginité. Ce qui se passe, c'est qu'il comprend mal, il sursimplifie, il comprend de manière très littérale la complexité du symbolisme religieux en le transformant en des rapports sexuels humains. Alors il ne s'agit pas juste d'une succession aléatoire d'actions folles, de transgressions réelles ou inventées d'un empereur individuel. Au cœur de ces récits, il y a un discours romain critique quant à l'autocratie et à l'abus de pouvoir impérial. Et cela pointe vers une formulation romaine particulière des problèmes de pouvoir entre les mains d'un homme. L'autocratie subvertit la nature, les conventions sociales de la signification de la représentation. Il met en avant faux semblants et jeux d'acteurs, là où il devrait y avoir de la vérité. Et il confond réalité, là où il devrait y avoir jeu d'acteurs. Les auteurs romains reviennent régulièrement au régime de ces empereurs, au régime autocratique, comme des régimes dans lesquels on ne sait jamais ce qui est vrai. Le critère permettant de déterminer ce qui est vrai est toujours incertain. Je pense ici tout particulièrement aux garants du pouvoir romain, à savoir la victoire militaire. Une question que l'on pose régulièrement, c'est: est-ce qu'on peut jamais savoir si l'héroïsme militaire d'un empereur romain était vrai? Est-ce que les choses se sont passées telles qu'ils le disent? Alors, la réponse est probablement qu'on ne le peut pas. On ne peut pas en être sûr. Or, c'est un problème fondamental pour la vérité romaine, au cœur du pouvoir romain. Cet héroïsme militaire, il se pourrait que ce soit que des histoires. Alors, les 2 exemples les plus drôles proviennent du 1er siècle de notre ère. Tant l'empereur Caligula que Domitien ont célébré ou prévoyaient de célébrer des processions triomphales pour marquer leur victoire contre les Germains. Victoire qui avait, pour le moins, été massivement exagérée, voire avait été complètement inventée. Ces triomphes remontent à des siècles. Elles sont centrales dans l'identité romaine. On voit des généraux qui paradent dans les villes de la ville avec leurs soldats derrière, leurs prisonniers captifs derrière eux et leurs butins devant eux. Mais comment avoir une procession triomphale si l'on n'avait pas pris des prisonniers? Eh bien, la réponse de Caligula était, on dit, d'habiller des Gaulois comme s'ils étaient germains, de leur teindre les cheveux en rouge, de leur apprendre des rudiments de la langue germanique et de leur donner des noms germains. Domitien est censé avoir fait à peu près la même chose. Mais lui a même utilisé des articles pris dans son palais pour servir de butin inexistant, puisqu'il n'avait combattu personne. C'est plus que ridicule, mais le message, c'est que, s'agissant de ces empereurs, ces mauvais empereurs subversifs, même en cas de triomphe, on ne pouvait jamais vraiment croire ce que l'on voyait. Alors ça ne se limite pas aux mauvais empereurs. Pensez au dernier triomphe de l'empereur qui avait combattu en Mésopotamie, l'empereur Trojan.
La difficulté, c'est qu'il est mort sur son retour. Son successeur, Adrien, se demandait quoi en faire. Il avait abandonné sa conquête. Il a célébré une procession triomphale au nom de l'empereur Trajan. Mais les victoires, les conquêtes avaient déjà été perdues. L'empereur qui en était l'auteur était mort. Et donc, il y a eu une procession triomphale avec un mannequin de cire posé sur le chariot. Donc, on voit que dans ce genre de cérémonial, on se dit qu'il se peut que l'on célèbre un empereur mort pour des victoires qui n'ont jamais vraiment eu lieu. Alors une autre manière de voir les choses, c'est de voir la réalité versus le jeu de scène. L'autocratie ne peut être que mise en scène. Ça ne peut être que jeu d'acteur. Et c'est la raison pour laquelle les performances de l'empereur Néron sur scène, performances que j'ai mentionnées précédemment, étaient tellement décriées et critiquées par les auteurs romains. On a un empereur qui n'est qu'acteur. C'était admettre que l'empereur n'était après tout rien d'autre qu'un acteur. Et cet aveu a été intégré au régime impérial, ce dès le début, depuis le meilleur empereur de tous, le premier empereur, Auguste, avec une scène sophistiquée sur son lit de mort datant du 14 de notre ère. Selon un récit, on ne sait pas s'il est vrai ou pas, Auguste demande un miroir, il demande qu'on lui brosse les cheveux et il récite quelques vers. « N'ai-je pas bien joué mon rôle? Applaudissez. Applaudissez, la pièce est bien jouée. » L'idée, là, c'est que dès le début, être empereur romain, ça n'est rien de plus que de jouer le rôle d'un empereur romain sur scène. C'est complètement intégré à la pensée romaine. Alors, ça a des implications importantes pour la culture politique romaine. Bien souvent, on part du principe que sous les empereurs, la classe politique romaine ne théorisait pas vraiment le pouvoir impérial et sa corruption. Alors bien évidemment, ils critiquaient et conspiraient contre les empereurs individuels, mais ils n'étaient pas particulièrement critiques vis-à-vis de l'autocratie en tant que système. Seule exception à cette règle, l'historien du 1er siècle ou du 2e siècle, Tacite, qui implique, un petit peu comme George Orwell l'a fait au XXe siècle, et à quoi j'ai fait allusion précédemment, que l'autocratie à Rome a détruit le langage, a détruit la signification des mots. De manière générale, notre hypothèse, c'est que le système autocratique s'est rapidement imposé à Rome, même s'il y a pu y avoir des désaccords violents quant à qui devait monter sur le trône. Et je pense que jusqu'à un certain point, c'est vrai. Après le mi-temps du 1er siècle de notre ère, après 100 ans après le premier régime autocratique de Rome, on ne sait pas si quiconque a proposé de démanteler le système autocratique en tant que tel, de manière très pratique. Moi, mon argument, c'est de dire que les Romains réagissaient bien plus que cela, mais pour le comprendre, il faut prendre leurs écrits au sérieux.
intégrées à ce que l'on rejette souvent comme des histoires triviales, mineures, devant être tamisées, corrigées, expliquées. Eh bien, il y a une position théorique très robuste quant au pouvoir corrosif de la tyrannie, de l'autocratie. La tyrannie perturbe les sens, elle justifie ce qui est faux et elle transforme le monde en un miroir déformant. Alors, pour finir, y a-t-il des leçons que nous pouvons en tirer? Eh bien, moi, je suis souvent sceptique par rapport à ce que l'on peut apprendre de l'histoire romaine de manière très spécifique. On me demande souvent bien, à quel empereur me fait penser le président Trump le plus. Et bien souvent, je réponds de deux manières. Soit je fais une petite conférence sur le caractère erroné d'une telle comparaison. C'est un monde complètement différent, mais en plus, qu'est-ce qu'on apprendrait en disant que Trump, c'est le nouveau Néron? Ça ne dit rien du tout. C'est peut-être un jeu auquel on peut jouer avec des copains. Alors, quand on fait ça, c'est généralement mal pris. C'est pas ce que la personne attend. Le plus simple, c'est de répondre sincèrement. Et bien souvent, je réponds simplement « et la gabale ». Alors, bien évidemment, je n'admire pas particulièrement le président Trump et je ne pense pas qu'il ressemble du tout à Ella Gabal. Mais en tant qu'enseignante, je sais qu'en répondant cela, la personne qui m'a posé la question va me dire « Ella Gabal, vous écrivez ça comment ?» Et puis ensuite, ils vont vérifier sa bio sur Google. Et au final, ils auront appris quelque chose. Alors, je ne dénigre pas du tout Trump en le comparant à Ella Gabal et en imaginant qu'il a inventé le coussin péteur. Mais dans ces comparaisons sont un petit peu idiotes, mais je pense qu'il y a peut-être un enseignement à une échelle plus large qui ne se limite pas à l'actuel résident de la Maison-Blanche. Pour moi, ces réflexions romaines sur l'effondrement de la vérité et de la réalité sous des faux semblants, du faux, des mises en scène et des mensonges dans des régimes autocratiques, eh bien, ceci nous pousse à étudier de plus près les conditions de nos propres systèmes politiques. Et à la question de savoir jusqu'où nos propres idées quant à la vérité, à la réalité, tiendront face aux défis que sont les fake news, les faux semblants et les fantasmes erronés. Je suis sûre que vous savez tous où je veux en venir. Et je ne vais pas forcément vous le dire comme cela, on peut en discuter, mais l'élimination du débat politique réel a subverti l'idée de ce que c'est qu'être un citoyen dans le monde dans lequel on vit. Et moi, je pense qu'Alma Tadema s'en était déjà rendu compte il y a déjà plus d'un siècle. Car pour finir, j'aimerais effectivement dire que pour moi, il ne s'agit pas seulement d'une peinture, d'une scène luxueuse qui prend un mauvais tour. Il ne s'agit pas d'une peinture qui montre le sens de l'humour douteux d'un adolescent dérangé. Et la Gabal, c'est la personne qu'on voit au milieu, très bien, il est allongé là. Il ne s'agit pas seulement d'une image, d'une anecdote bizarre. C'est une peinture qui évoque un monde dystopique dans lequel le sens des relations humaines a tellement dégénéré que ce qui passe pour de la générosité est en fait létal.
Il s'agit de l'empereur qui tue avec bienveillance. Et c'est ce que font les empereurs. Merci, merci de votre attention. Thank you. Merci, merci Mary, merci pour cette conférence inspirante. Je suis sûre qu'il y a tout un tas de questions de la part du public. N'hésitez pas à lever la main si vous en avez. Nous avons des micros qui se trouvent dans la salle. On ne vous voit pas très bien de là où nous sommes, mais je crois qu'il y a une question là-bas. Merci. N'hésitez pas à poser une question soit en français, soit en anglais. Allez-y. Yeah, it's fine, thank you. Malheureusement, les interprètes n'entendent pas la question. Je voulais vous poser la question des lois attribuées à des mauvais empereurs. Est-ce qu'il y a des bonnes lois que l'on peut attribuer à des bons empereurs? À des empereurs vertueux? La réponse est oui, et je pense que l'on peut retourner ce que j'ai dit pour refléter ce qu'auraient fait de bons empereurs. Les bons empereurs vous auraient invité à un dîner très simple, vous les tutoyez, vous n'avez pas à baiser leurs pieds, ils sont humbles. Et vous pouvez imaginer cela et le comparer à ce que je vous ai dit. Ce qui est intéressant, à mon sens, et c'est un petit peu ce que j'ai dit à propos de l'empereur Trajan ou Auguste dès le début, de bons empereurs très classiques, mais vous n'arrivez jamais à vous débarrasser entièrement du mauvais empereur chez un bon empereur. Auguste admet immédiatement qu'il est acteur. Il est sur son lit de mort et il a envie qu'on lui brosse les cheveux. Il n'y a pas d'empereur qui est plus déterminant pour les bons côtés du monde romain, de la civilisation romaine, mais on voit déjà les germes du mauvais. Les germes du mauvais sont déjà là. Ils sont déjà là dans l'ambiance des palais romains. Je ne peux pas vous renvoyer vers un auteur romain qui l'aurait dit, mais l'implication est très claire. Il y a des choses qui sont décriées, à Rome aussi, j'en ai pas parlé. Il y a l'idée de Tacite de la destruction du langage dans un système autocratique. On pense que flatter, c'est le seul genre. Si vous en voulez un exemple actuel, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Vous en trouverez pléthore. Mais il y a quelque chose de bien plus corrosif que cela qui se passe. Moi, j'en suis ressortie en pensant, dans tout ceci, dans un système autocratique, la seule personne qui sait qu'on ne lui dit pas la vérité, c'est l'empereur. L'empereur au palais, c'est la seule personne à qui on ment tout le temps. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est facile à voir dans les débats politiques actuels, modernes. On sait que les infos qui parviennent au président des États-Unis sont filtrées. Il y a la flatterie. La même chose arrive au Premier ministre britannique. C'est pas juste Trump à qui ça arrive. C'est pas la folie trumpienne. Le jeu de la cabale politique moderne, c'est faire en sorte que le dirigeant ne sache jamais ce qui se passe. On le voit
on voit qu'ils y font allusion, raison pour laquelle je dirais qu'il n'y a pas de comparaison, on ne peut pas les comparer exactement, mais comment savoir le fait de saper ce qui est vrai, ça c'est similaire entre le monde moderne et la civilisation romaine, probablement les monarques médiévaux aussi. Je crois que nous avons 2 questions par là. Alors, vous avez listé les caractéristiques des tyrans, vous avez dit qu'ils perturbent les sens, ils perturbent les conventions sociales. Est-ce que ces caractéristiques sont-elles inhérentes à leur pouvoir ou sont-ce des caractéristiques personnelles qu'ils partagent, qu'ils ont en commun? Très bonne question.